Salut les bonitos, bienvenue dans votre nouvel épisode de Jogging Bonito, votre podcast qui se questionne et vous questionne sur la pratique de la course à pied. Cet épisode est très spécial pour plusieurs raisons. Premièrement, Émir, David et moi-même sont enfin réunis pour enregistrer cet épisode, c'est la première fois. Qu'est-ce que vous en pensez, Émir et David ? Dans le même endroit physique et c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup de trac quand même. Ouais, quand même. Ouais. Ouais, parce qu'il y a aussi quelques yeux en plus là. Ouais, là t'es en train de spoiler mon deuxième argument, mais c'est ça. Coupez-moi. Oh, c'est bon. Donc ouais. Deuxième raison d'un épisode super spécial, c'est qu'aujourd'hui on est avec les bonitos. Merci à vous d'être avec nous. On est super contents de... Voilà, donc on espère que ça va être un chouette épisode pour vous et pour nous aussi. Donc un épisode en live, mes deux acolytes préférés à mes côtés, le meilleur des publics vous, et tout ça dans un lieu vachement sympa, le bar Tisane, un nouveau venu dans le 11e arrondissement de Paris. C'est fun, c'est chaleureux, une ambiance bon enfant, c'est funk aussi, ouais. Je sais pas si on va l'entendre, mais ça swing de là-haut. Hein. Ouais. C'est underground un peu aussi. C'est underground, ouais. Sur la vidéo, et pour ceux qui ont YouTube, pour ceux qui regardent sur YouTube, on peut le dire. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, vous avez les images, vous voyez où on se trouve. Pour ceux qui ont le premium et qui payent sur le Tipeee. Pas du tout, il n'y a pas de Tipeee, c'est pas vrai. Pas encore. Patreon, quoi. Pas encore. Bon, et puis il faut savoir que la devise du lieu, c'est la bêtise est humaine. Donc si ça ne marchait pas super bien avec Jogging Bonito, on ne pouvait pas trouver mieux, hein, franchement. Donc les bonitos, si jamais vous passez dans le 11e arrondissement, n'hésitez pas à venir dire bonjour à Tisane. C'est ça. Ils nous ont super bien accueillis. Big up Anaïg du Tisane qui m'a fait visiter. Et en plus, ça se trouve, on pourra lâcher la petite vidéo de visite que j'avais fait quand je suis venu ici la première fois. Oui, en exclusivité pour les premiums payés sur le Tipeee, abonnez-vous. Bon allez, l'échauffement est terminé, il est temps de s'y mettre. Lacez bien vos baskets. Aujourd'hui, votre sortie running va décoiffer. On compte sur David et Émir pour ça, avec les chroniques suivantes. Le mieux est l'ennemi du bien et le grand remplacement. L'ennemi. Le mieux est l'ennemi du bien, effectivement. J'ai dit ça ? C'est bien ma chronique. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc ouais, là ça cogite, les bonitos, le mieux est l'ennemi du bien. Ça, je vous ai senti vous inquiéter. Ça vous rappelle certainement que vous en avez lycée ces épreuves de philo à se torturer devant une page blanche pendant 4 heures. Mais ne vous inquiétez pas, ce soir c'est Émir qui s'y colle. On l'écoute. Merci Margie pour ce lancement. Eh bien, pour écrire cette chronique, je me suis basé sur pas mal de choses qui passaient sur les réseaux sociaux ces derniers temps et en fait depuis toujours. Hein. C'est tout simplement, vous allez le voir dans cette chronique. Là, je suis pas en train de lire, j'improvise. C'est les divergences, si on peut appeler ça comme ça, qu'on observe souvent sur les réseaux sociaux, en particulier dans notre sport, hein, qui est un sport qui vient des stades, qui vient de la vitesse, qui vient de ces choses-là et qui le devient de moins en moins avec la popularisation. Bref, c'est en regardant un petit peu tout ça passer sur les réseaux sociaux sous mes yeux que ce texte que vous allez découvrir est sorti. Let's go. Donc le mieux est l'ennemi du bien. J'ai dû passer des heures et des heures à réfléchir à ce dicton, des heures et des heures à me demander ce que je comprenais et quelle était ma position vis-à-vis de celui-ci. Ce que je vous invite à faire, soit dit en passant, car sans vouloir digresser dès le début, avant même d'avoir commencé ma chronique, je vous invite systématiquement à vous faire votre propre avis sur telle ou telle phrase toute faite, telle ou telle mœurs, telle ou telle pratique, et ce y compris si elle est dite ou suivie par une personne qui possède un fort swag et un niveau dans le game plus important ou des plus importants. Avant de réutiliser, à mon avis, il est toujours nécessaire de penser plutôt que de prendre en l'état parce que ça a l'air cool et savant et de ressortir comme si ça s'appliquait dans l'absolu. Bref, vous l'avez compris, se faire un avis sur les choses, c'est bien. Revenons à ce que je comprends de ce dicton, le mieux est l'ennemi du bien. Ce que je comprends, c'est que ce qu'il essaye de nous dire, c'est tout simplement que peu est mieux que rien. C'est que démarrer un projet de vie, quel qu'il soit, par une petite marche facile à gravir, est plus encourageant que de repousser à une date indéterminée la montée dès le premier essai d'une marche bien plus haute. Donc tout simplement parce que la petite marche facile à gravir apportera un premier succès à court terme qui mettra dans un état d'esprit positif pour la suite, là où une marche trop haute aura tendance à nous décourager tant le nombre d'essais pour la gravir sera grand. Ce qu'il veut nous faire comprendre, ce petit dicton, c'est de nous sentir à l'aise et d'accepter de commencer par quelque chose de petit et imparfait pour arriver plus tard, et si le cœur nous en dit, c'est important, à quelque chose de meilleur.
Donc ceci, c'est ma vision qui fait une nette interprétation positive de ce dicton. Et cette vision, c'est évidemment pas la seule, et d'autres pourraient faire preuve d'un esprit beaucoup plus critique vis-à-vis de ce même dicton. Certains, par exemple, pourraient ou le verront comme une apologie, voire un appel à la médiocrité. Car en effet, si on reformule le mieux est l'ennemi du bien différemment, ça donnerait quelque chose comme ceci. Autant se contenter de peu, parce que de toute façon on n'a pas les épaules ou pas les poils sur le torse pour espérer davantage. Voilà. Ou encore, certains le verront comme un dicton de loser et de gagne petit qui légitime le fait de niveler ses ambitions par le bas. Possible. C'est une façon de voir les choses, mais je suis contre cette façon de voir ce dicton, car selon moi, ça mène à l'élitisme, ça mène à la monomanie de l'excellence, et par conséquent, ça mène à l'intolérance. Alors que ma position, elle est plutôt d'encourager chaque effort, parce que c'est en mettant un pied à l'étrier gentiment que l'on sait si on a l'envie et le potentiel pour continuer. Et donc oui, je n'ai pas, on le sait très bien, l'état d'esprit d'élite parce que je n'ai pas été élevé avec eux. J'ai l'état d'esprit outsider en quelque sorte qui essaie de transmettre que, en fait, ok, ça sera pas parfait, mais vas-y, viens, on se prend pas la tête et on essaye quand même, quoi. Laissez-moi illustrer le pourquoi je pense que l'état d'esprit que je qualifie d'outsider est bien plus adapté pour le commun des gens, c'est-à-dire ceux qui ne font pas forcément tout à fond en mode go hard or go home et no pain, no gain. Non, no pain, no gain. No pain, excuse-moi, je me suis laissé emporter. No pain, no gain. Voilà. Donc, admettons que je sois comme la quasi-totalité des nouveaux coureurs, on va les appeler comme ça, c'est-à-dire une personne pas spécialement sportive, plutôt sédentaire, qui garde plutôt des souvenirs bien dégueulasses de la dictature qui nous forçait à courir au collège. Il était assez aisé de comprendre, il est assez aisé de comprendre que dans le cas où je souhaite me mettre gentiment au running pour des raisons de santé et de loisirs, je vais vouloir y aller progressivement. Je vais vouloir tâter le terrain du bout du pied pour voir si je veux continuer d'avancer en toute sécurité dans ce milieu, un peu chelou mais pourtant à la mode, où les gens courent alors qu'il n'y a même pas de ballon et semblent apprécier les caleçons Moulsgeg et les bandeaux fluo. C'est on ne peut plus légitime. Une fois que j'aurai tâté le terrain et généré mon rapport d'étonnement mental dans ce milieu, je saurai où j'ai envie d'aller. Et vu que je pars de rien dans ce nouveau milieu qu'est le running, le champ des possibles est infini, car il dépend directement du coureur, de ses aspirations, de son vécu. Alors, plein d'exemples ici que je vous mets sous les yeux de personnes qui évolueraient dans le running avec un état d'esprit qui leur est propre. Donc, j'aime ça, mais uniquement en groupe, avec les Adidas, Boost Odéon, et seulement s'il y a apéro après. Tout seul, le running, ça m'intéresse pas. Un autre, j'aime ça, mais seul, car ça me permet de me retrouver avec moi-même et d'écouter mes podcasts préférés. Suivez mon regard. J'aime ça, mon corps le supporte bien, et j'ai envie de structurer mon entraînement afin de pouvoir aller au stade supérieur, que ce soit en vitesse, en endurance, ou encore les deux en même temps. J'aime ça, mais seulement le trail, la course nature. Je trouve qu'il n'y a que ça de vrai. Le bitume, ça m'intéresse pas. J'aime ça, mais seulement au feeling. Le dimanche, quand il fait beau, j'ai rien contre progresser, mais mes priorités dans la vie ne sont pas là. Et je fais le choix de ne pas mettre trop de temps et trop d'énergie dans une progression en vitesse ou en endurance, qui au final n'est pas ce qui m'apporte le plus. J'aime ça, mais je ne peux avancer que si je me fixe des objectifs, que je vis la préparation à fond et que je vis le jour J à fond. Et enfin... j'aime ça, mais plutôt par période, indifféremment sur des montagnes ou sur du bitume. Parfois j'ai envie de courir, parfois j'ai pas du tout envie et je cherche le fun avant tout et j'aime bien varier les sorties. Courir selon un plan structuré avec des chiffres ne me correspond pas. Note de la rédaction, celui-ci c'est le mien. Ah, étonnant. Ouais, n'est-ce pas ? Et pour chaque cas, du coup, le niveau d'exigence ou de profondeur envers soi-même n'est jamais figé, va dépendre du niveau de pratique et du maintien de l'intérêt pour la discipline, je me répète un peu, mais on a compris. En bref, un champ des possibles qui est totalement ouvert et qui est sans motif, sans pattern net. À ce stade, qui vise à identifier son profil de coureur et le pourquoi de sa propre pratique, viser l'excellence n'a aucun sens à mon avis. Maintenant... très différent. Admettons que depuis mes 6 ans et demi, je suis inscrit au club d'athlètes et que j'ai la discipline et les règles presque ancrées dans mes gènes au point de ne même plus me demander d'efforts mentaux pour être capable de suivre un plan sans trop réfléchir, ni même écouter mes envies et mes états d'âme. Ici, je débarque clairement pas à poil dans le domaine et au contraire, j'arrive en ayant déjà un backpack, un sac à dos pour les francophones, avec dedans des armes que le sédentaire dont je parlais juste avant n'a pas.
J'ai des aspirations, j'ai une conception de la discipline, j'ai un prisme et un champ des possibles totalement différents du profil de coureur outsider qu'on abordait avant. Du coup, mes exigences envers moi-même vont être plutôt, et ça va être volontairement caricatural, orientées comme suit. J'ai envie d'aller chercher tous les petits tweaks and tricks pour maximiser ma récup entre 2 séances, notamment les astuces nutrition, les produits de massage, les séances de kiné ou encore la cryothérapie. Il faut que j'étudie quel type de fractionné aurait un meilleur rendement sur moi-même pour aller chercher les quelques secondes qu'il me manque sur mon semi-marathon à horizon 2 mois. Il faut que je me trouve un meilleur lièvre pour aller chercher le RP sur mon semi et qui me dégage la voie et qui me permettra d'éteindre mon cerveau et d'externaliser la gestion de la première partie de ma course. Il faut que j'envisage de doubler les séances pour avoir un meilleur rendement et peut-être dépasser les performances de Jean Athlète, l'élite incontestée du club et espoir des coachs. Je vais aller me chercher un coach en ligne, éventuellement un qui a du renom et du bagage pour éviter d'avoir à construire moi-même mon programme et je vais me focus de cette façon sur l'exécution seulement. Donc comme on le voit bien, ce niveau d'exigence il est bien plus important que celui qu'on va appeler Jean l'ex-sédentaire dont on parlait plus haut. De manière générale, le niveau d'exigence est directement lié du coup à la personne, ses aspirations, son niveau de pratique et d'expertise dans le milieu. On a compris. On se retrouve donc clairement face à 2 profils de pratiquants différents qui ont en commun à la fois beaucoup et très peu. En commun, ils mettent un pied devant l'autre plus ou moins régulièrement, mais pour des raisons très différentes. Donc je me permets, avant de poursuivre, de distiller un petit conseil. Au cours de mes expériences dans ce milieu, j'ai vu une quantité innombrable de fois un Jean ex-sédentaire demander conseil à un Jean élite. Et c'est normal car c'est instinctif. Le premier se dit que le second a bien plus de trucs à lui apprendre que quelqu'un de son même niveau. Et ben pour moi non, c'est une vieille fausse bonne idée car dans 95% des cas que j'ai observés, on tombe strictement dans le même écueil. Jean élite va expliquer à Jean ex-sédentaire que ce qui est essentiel, c'est l'échauffement selon un protocole bien spécifique, les gammes et que 10 grammes de gagné sur le choix des chaussures, c'est essentiel. Jean élite va prendre le prisme de ses aspirations à lui et son niveau de pratique pour répondre à Jean ex-sédentaire. Résultat, un hors-sujet presque total et surtout des conseils très mal calibrés. Mon conseil à moi ici, que je vous pose là, sur la table, si vous voulez demander des conseils, les bonitos, demandez-les à des personnes qui vous ressemblent. Reprenons. Pour Jean ex-sédentaire, le running est un loisir. Il ira jusqu'au niveau de pratique qui lui convient pour répondre à ses propres objectifs, tant que ça reste compatible avec le reste de sa vie. Il n'ira que rarement modifier sa vie, ses aspirations, ses loisirs pour progresser. Sauf bien sûr si la passion devient tellement forte qu'elle se met à prendre une place centrale. Jean ex-sédentaire n'est pas câblé pour s'imposer des choses qui vont au-delà de son bien-être et il n'a pas à rougir de cela. A l'inverse, Jean élite, lui, va accepter beaucoup plus de sacrifices dans sa vie pour accéder à un meilleur niveau. Il est câblé comme ça et il n'a pas non plus à rougir de cela. Les conflits que l'on observe souvent, tous les jours, au sein de toutes les communautés, et donc y compris dans le running, pour moi, il vient de là. Quand Jean élite sur Twitter fait son monomaniaque et essaye d'expliquer à Jean ex-sédentaire ce qu'il devrait faire et pourquoi c'est lui qui est dans le bon chemin, c'est-à-dire celui de l'excellence, c'est un fail relationnel. Et aussi à l'inverse, quand Jean ex-sédentaire fait son têtu sur Insta et qu'il essaye d'expliquer à Jean élite que l'élitisme et la structure c'est de la merde en pack parce que c'est trop extrême et que c'est pas du plaisir, c'est un fail relationnel. Les conflits surviennent quand cette situation qui n'a pas de sens se produit. 2 pratiques différentes, toutes 2 respectables, dont des membres de la communauté de l'une et de l'autre vont discuter avec un peu trop d'émotion la supériorité de la leur ou le ridicule de l'autre. Pour terminer, je voudrais brièvement aborder la question de la vitesse en course à pied. Une question qui m'est chère. En course à pied, on qualifie souvent les gens plus rapides de meilleurs. Pour moi, c'est une énorme confusion, bien qu'elle soit super commune. Plus rapide, ça qualifie un coureur qui possède plus de vitesse, ce qui est un critère. Et meilleur, ça qualifie un coureur qui a un niveau de pratique global supérieur. Confondre les deux, au final, c'est penser que la vitesse, c'est le seul critère qui fait la supériorité d'un coureur sur un autre. Or, pour moi, cette vision, elle est totalement désuète. Car si effectivement c'était le cas avant, lorsque la course à pied était une compétition de vitesse, aujourd'hui, avec la popularisation de cette discipline, pour la quasi-totalité des coureurs, ça ne l'est plus. Et pour preuve, dites-moi, demain,
Non, c'est après-demain. Sur le marathon de Paris, sur les 45 kilos de coureurs qui vont prendre, qui vont prendre le départ, combien vont concourir pour battre les autres? Combien vont concourir pour l'accomplissement personnel? Voilà. Ça se passe de commentaires. Voilà. Il n'y avait pas écrit voilà, mais je l'ai dit. Pour moi, le mot compétition et la notion de classement, ce sont des vestiges du passé. Aujourd'hui, tout le monde court comme tout le monde va au cinéma. Sauf qu'au cinéma, là où certains vont prendre des notes en vue de rédiger une critique pour poster sur leur profil halluciné, et d'autres vont juste manger du popcorn en pouffant de rire avec leurs potes, eh ben on voit rarement l'un expliquer à l'autre comment mieux regarder son film. C'est un loisir et les deux sont légitimes. Bon, pour conclure avec cette chronique qui est largement ma plus longue depuis que j'écris pour Jogging Bonito, je vais, comme à mon habitude, récapituler. Pour le commun des gens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans un objectif d'élitisme dans une discipline, le running par exemple, viser un trop haut niveau d'exigence peut conduire à l'abandon pur et simple de celle-ci. Et passer à côté d'une belle opportunité d'apprécier, pour cause d'avoir voulu démarrer trop bien, trop fort et d'une manière qui ne nous ressemble pas, c'est pour moi un écueil qu'il est temps d'enterrer. Donc, courir bien ou courir mieux, telle est la question. Courir bien ou courir mieux, être ou ne Deuxième, to be or not to be. Autre chronique. Okay, moi j'ai envie de commencer en faisant un petit sondage en profitant de la présence des Bonitos et de vous demander qui court avec pour objectif les performances et qui court juste pour se sentir bien, quoi. Donc déjà qui... On fait des levées de main sur la première puis ouais, sur la deuxième. Ouais. Ah si. Ouais, complètement. On peut trouver son bonheur dans la performance. Ouais. Oui. Aussi, ouais. Faut noter sur le paperboard. C'est ça. On peut trouver son bonheur dans la performance. C'est certes, c'est très juste. Tout à fait. Bon, un peu des deux, quoi, en fait. Ouais. Bon, David Emir, je pense que j'ai pas besoin de vous poser la question, non? Je sais pas. Moi, je te T'as pose la changé question. d'avis. T'as changé d'avis depuis que t'as lu ta chronique. Et David, on sait aussi, je pense. Non, moi je suis tout à fait d'accord. Quand on débat de ça, souvent on se place dans un camp, plutôt l'un ou plutôt l'autre. Ouais, Quoi. ouais. Alors que là, Ouais. les gens en témoignent. Quoi. Ça dépend des moments, quoi. Ça dépend du jour, quoi. Ça dépend du moment dans la journée, même parfois. Quoi. Ouais. Et ça qui est important, c'est que ça dépend du moment. Le fait que ça dépende, ça nous met déjà dans une certaine catégorie. Pour certains, ça ne dépend pas. La performance, c'est une idéologie. Ça ne dépend pas. Voilà, vrai. tout à fait. Donc du coup, si ça dépend, ça signifie qu'on est tous pareils dans cette salle. Voilà, on est des Bonitos. C'est notre soi. Maintenant, faut pas négliger que nos aspirations personnelles, elles sont en constant changement. Donc c'est un peu ce qu'on dit aussi. Au cours de notre pratique de la course à pied. Et par exemple, moi je pensais avec l'âge, notamment, on change de vision, notre regard va changer, non, sur la pratique de la course à pied. Je sais pas si... S'il y a des vieux dans la salle. S'il y a des vieux dans la salle qui peuvent nous confirmer. Non, mais même nous. Peut-être quand on était plus jeune, on courait avec plus peut-être pour la performance. Et puis de moins en moins, on trouve moins notre bonheur là-dedans, je sais pas. Ouais, puis on réfléchit un peu plus ce qu'on fait. Quoi. Ouais. Enfin, donc, on mûrit un peu notre pratique. Je pense que c'est pas nécessairement une question d'âge. Non, ouais, peut-être. De pratique, d'expérience, Mais je pense que l'âge aussi oblige à revoir. Tu veux dire des difficultés Je pense physiques. aussi à un Donc, moment tu donné. me regardes, là, hein. Non, je te regarde parce que je te parle. Mais non, mais c'est vrai. À un moment donné, c'est sûr qu'on va pas. Si on courait pour des performances, à un moment donné, on va plus arriver à faire mieux. Et il faudra bien continuer à trouver du plaisir dans la course. Il faut quand même dire qu'il y a certaines disciplines comme l'ultra, quoi, où on observe quand même que les gens progressent très tard, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a des gens qui ont... Moi, j'ai mon partenaire d'entraînement, par exemple, il a 50 ans, il progresse toujours, quoi. Enfin, et donc, l'âge, ça dépend des disciplines aussi, en fait. Ouais, c'est raison. Et ce que tu dis, Margie, moi je l'ai très 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 souvent entendu de personnes un peu pas si jeunes, quarantaine, cinquantaine, qui venaient nous voir, enfin qui venaient me voir en particulier, pour me dire exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire ah ouais, moi la vitesse je l'ai fait quand j'étais jeune, mais maintenant c'est bon, j'ai arrêté, maintenant c'est plutôt le long. J'ai entendu ça un nombre incalculable de fois, donc la question se pose vraiment, je pense que c'est un truc commun.
de se la poser. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, étant jeunes, ont bombardé et qui en sont revenus par la suite parce qu'ils s'apercevaient que ça les intéressait plus de bombarder. Peut-être trop éprouvant, peut-être qu'à force dans le temps, peut-être qu'on crame une jauge en fait. Quand on est un coureur qui n'est pas spécialement un athlète, on crame une jauge et qu'un jour on se dit bon bah souffert j'ai vu. Maintenant je vais souffrir différemment. Souffert en cardio j'ai vu. Maintenant je vais souffrir, je vais me péter les jambes pendant 80 bornes à 50 ans en Yvelines par exemple. Ouais, je sais pas si t'as cramé un truc. Enfin, Peut-être. T'es passé sur une autre discipline. Ouais. Voilà, quoi. Bah, en fait, si je dis cramer, c'est plus dans le sens où c'est en général expliqué. Quand les gens te disent ouais, j'ai fait ça, j'ai fait, maintenant je suis passé à autre chose, t'as l'impression que le bonhomme dit j'ai enterré ça parce que ça j'ai déjà donné. Je suis passé à autre chose, c'est ça. Ouais, c'est pas une question de difficulté en fin de compte. Pas forcément, quoi, je veux dire. Et sinon, quand on n'a plus de progression évidente dans notre pratique, comment on fait pour se trouver d'autres objectifs ? Pour continuer d'avancer. Et déjà, il faudrait expliquer ce que c'est que la progression, quoi. Il y a un verbe que vous avez employé, je sais plus si c'est toi ou Émir, c'est avancer, quoi. Et je trouve ça juste comme plutôt que progresser, plutôt que chercher toujours l'amélioration, avancer, quoi. Qu'est-ce qui nous fait avancer ? C'est déjà une question à se poser, en fait. Tu vois, donc qu'est-ce qui peut nous faire trouver des nouveaux objectifs je sais pas quoi dire. Je sais pas, parce que c'est vrai, tellement de choses. Je trouve qu'il y a tellement de tout. Parce qu'on parle beaucoup des chronos, on parle de la distance, mais à un moment donné, par exemple, toi, je pense que tu as fait déjà pas mal de distance, ou tu as fait des chronos aussi. Pourquoi tu continues T'as essayé toutes les drogues. Ouais, grave. Ouais, c'est ça. Je suis toutes les défonces. Maintenant, je suis en train de revenir. Une vie plus saine. Ouais, j'essaye, ouais. Tu as raison. C'est ça. Non, je pense que ça dépend vraiment de comment on est câblé, même si je le dis déjà, j'ai l'impression de l'avoir dit 8000 fois dans la chronique, mais je trouve que ça dépend vraiment de comment le cerveau réagit à... Par exemple, tu prends une allée, là, il y a un truc au bout de cette allée. Soit tu te dis, tiens, j'ai vu, il y a ce truc-là, j'ai vu, c'est bon, j'ai compris. Je fais demi-tour et je vais aller dans l'allée d'après. Ou soit tu te dis, tiens, il y a un truc là-bas, tiens, je vais essayer de voir ce qu'il y a au-dessus. Peut-être que je peux passer quand même. C'est peut-être pas une impasse, ce truc, je vais aller voir. Et en fait, c'est quand même deux approches qui dépendent directement de c'est qui cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut faire ? Est-ce qu'elle est du genre à se dire j'ai vu, c'est bon ? Ou est-ce qu'on tentait de ça et elle est allée ailleurs ? Donc être quelque part un peu versatile. Ou est-ce qu'elle veut enfoncer le truc, quoi ? Elle veut aller insister sur le truc, se spécialiser en gros. Il y a la curiosité, et peut-être qu'effectivement l'âge ouvre plus à la découverte, quoi, à l'envie de découvrir. Enfin, je pense que ton image elle est un peu dans ce sens-là, et je la trouvais très juste, quoi. Maybe yes. L'exploration. That's it. Est-ce que peut-être Débonito a quelque chose à dire là-dessus ? N'ayez pas peur, hein, si vous avez un... Non, pour moi, ça peut Attends, vas-y, je vais te passer le micro, comme ça tu pourras nous dire. Pour moi, ça peut dépendre pas forcément d'une personne ou d'une recherche de performance. Ça peut aussi, il y a plusieurs paramètres. Parfois, on a envie de courir seul et chercher la vitesse. Et parfois, on va sortir en groupe. Et là, ça va être plus de la détente. Et je pense qu'en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir. Ça peut dépendre aussi des personnes avec qui on le pratique, du type de course qu'on fait. Si ça se trouve, on va se lever un dimanche matin pour aller faire les 10 km de Bourbouille-Saint-Poulet, de la fête à la saucisse. Et allez, on va se dire, vas-y, je vais bombarder, voir ce que je peux faire sur 10 bornes. Et à contrario, on peut aller faire un trail de 40-50 bornes et être un peu plus cool et le faire avec des amis. Je pense qu'en fait, ça peut être... ça peut être un peu différent là-dessus. Voilà. C'était Thomas. Ouais. Oui. Quelqu'un d'autre ? Moi, par rapport à ta chronique, Émir, je suis pas totalement d'accord sur le fait que les deux mondes doivent pas communiquer entre Jean l'élite et Jean l'ex-sédentaire. C'est quand même dommage que chacun parle à ses équivalents sans essayer de voir ce que fait l'autre. Et ce que tu appelles les fails relationnels, est-ce que c'est pas juste un manque d'empathie, un manque de tolérance par rapport à la vision que peut avoir l'autre du même sport qu'on a tous en commun ? Totalement, je réponds tout de suite parce que c'est très intéressant, je pense. Je pense pas indiquer que, à mon avis, il faille cloisonner. C'est-à-dire que je dis pas que ces gens doivent pas se parler. Je dis que c'est le constat de l'écueil
de relationnel, il est quasiment omniprésent. Et cet écueil, il est présent parce que, comme tu le dis, ces gens ont du mal à se mettre... Enfin, la plupart finalement, hein, je sais pas du tout pour être condescendant, mais j'ai l'impression d'observer la plupart de gens qui, lorsqu'ils essayent de se mettre à un niveau qui n'est pas le leur, ou se mettre dans la place d'un coureur qui n'est pas... qui leur correspond pas directement, vont fail en fait, vont tomber dans un écueil qui est de répondre en fonction d'eux et pas essayer d'apprendre de l'autre en fait. Je trouve qu'on observe assez peu ça quand on a deux profils de coureurs bien distincts, ce que j'essaye de caricaturer dans cette chronique. Donc c'est loin de là, enfin moi au contraire je souhaite l'échange au maximum, c'est juste que je fais un constat que l'échange, lorsque les personnes sont vraiment sur deux niveaux de pratique différents, il fail, il part en conflit et il dessoude un peu les communautés quoi. Parce qu'on sait pas se mettre au niveau de l'autre, on ne sait pas trop apprendre de l'autre. C'est un constat. Ouais. Je pense que c'est un constat de réseaux sociaux et d'échanges qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Mais quand tu vois sur le terrain, on a quand même le seul sport où tu vas pouvoir avoir l'élite, les 10 premiers qui vont faire la même course, le même parcours, à peu près avec le départ en même temps que le dernier qui espère juste terminer. Et je trouve qu'il y a quand même un relationnel entre les deux qui est envisageable. Tu n'auras pas ça dans un sport comme le foot, le rugby, ou même un 100 mètres, ou tout ce qui est sur stade. Ouais, mais tout à fait. Mais, c'est-à-dire, oui, on fait la même course, mais on ne fait pas la même course. Il y a un moment de la chronique où j'indique que ça a beaucoup de choses en commun, mais aussi beaucoup de choses de différents. Tu vas prendre le même parcours, tu vas mettre un pied devant l'autre, mais en même temps, le premier, il fait pas du tout la même course que le dernier. Il lui parlera pas en fait. Et il aura fini, il sera rentré chez lui, il sera douché, il aura fait l'amour et ce sera le lendemain. Et l'autre, il aura pas fini quoi. Tu vois, c'est quand même pas pareil. c'est là où je veux dire, je pense qu'il y a vraiment c'est les mêmes parcours et comme tu le dis, c'est unique. Il y a très peu de sports où les élites, comme les populaires, peuvent cohabiter sur les mêmes parcours, mais les échanges, même dans la vraie vie, c'est rare que ça se passe bien. On peut le voir avec des élites. Là, je suis d'accord qu'on peut voir avec des élites qui sont très accessibles. Et d'ailleurs, souvent, on les gratifie parce qu'ils sont accessibles. Mais on les gratifie parce qu'ils sont accessibles. Pourquoi on les gratifie parce qu'ils sont accessibles ? Est-ce que par défaut, on ne devrait pas être accessible, en fait, justement ? Si on les gratifie, c'est parce qu'on se dit, en fait, c'est rare. C'est rare qu'un élite il soit capable de parler à... Ou pas capable, mais qui veuille bien prendre le temps de parler à un inférieur, entre guillemets, tu vois, c'est dur comme mot, mais on a compris quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas être sas dans les courses, tous ensemble. Non mais en fait on est en train de définir, non mais on en a déjà parlé, je suis contre les sas. Mais on est en train de je suis contre les sas. Ouais, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Truc politique comme ça. Voilà. Je suis très engagé, tu vois. Voilà. Pavé dans la mare. C'est un pavé dans la mare. C'est ça. Non, mais en fait, on est en train de définir un sport individuel, quoi, quelque part. Donc il y a autant de façons de courir ou d'appréhender la course qu'il y a d'individus. Ce qui n'empêche pas, à l'intérieur même de tout ça, des projets collectifs, hein, bien sûr. C'est même souhaitable, à mon avis. Voilà. C'est tout. C'est tout. Je croyais que comme ça. Ouais, je sais. Moi aussi, je pensais. Et puis finalement, ouais. Ouais. Après, il faut dire qu'on va en discuter un petit peu plus avec la chronique de David. Ouais, donc, on va peut-être pas. Ouais, c'est un petit peu. Enfin, ouais. On va rediscuter de ça dans la chronique de David. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu plus sur le côté. Garder l'idée qu'on a quand même deux camps, entre guillemets. Ou deux visions différentes de la course à pied. Et comment on fait quand justement on se retrouve face à quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi nous on ne va pas chercher la performance et en tout cas qui ne comprend pas qu'on n'a pas les mêmes exigences que lui. Comment on fait quoi ? Est-ce que on assume comment on réagit ? Personnellement, je me barre, j'ai pas le temps. Tu veux parler du regard des autres ? Ouais, voilà. Est-ce que tu assumes le fait que toi tu vas pas chercher la performance ou J'ai pas de réponse à ça. Mais par contre, je pensais à un billet qui est sorti cette semaine ou il y a 2 semaines
de Romain Carrette, qui est un athlète élite que je connais un peu. Partie des inspi de cette chronique, ce billet d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai, c'est marrant. Et donc son billet est intéressant parce que donc il attaque avec beaucoup de diplomatie et délicatesse les runners connectés qui ont tendance un petit peu à vampiriser le marché ou l'attention, quoi. Et lui a envie de leur dire mais pourquoi vous courez pas juste pour vous? Moi je suis là et je cours juste pour moi, et puis j'ai rien contre vous, mais courez pour vous et puis c'est très bien. Et en même temps c'est un peu paradoxal parce que il préconise de courir pour soi et de pas perdre de temps à regarder ce que font les autres, mais bon, il le fait justement en regardant ce que font les runners connectés. C'est ça, on est obligé. Voilà. Une remarque? C'est ça. Puis en fait, là où je te rejoins sur le fait qu'il y ait peut-être un truc un peu bizarre dans ce, enfin, un peu bizarre, c'est pas le mot, mais faute de mieux, bizarre. C'est que quand tu dis faites votre truc de votre côté, c'est aussi sûrement parce que le fait que eux soient visibles, ben toi tu l'es moins. Donc bon, voilà. Oui. Je vais m'arrêter sur le voilà. Oui. Et dernière chose sur laquelle on n'a pas parlé un petit peu, le fait de toujours vouloir plus, est-ce que ça veut dire qu'on n'est jamais satisfait des petits progrès qu'on fait, ou bien est-ce qu'il faut se satisfaire des petits progrès qu'on fait, ou est-ce qu'il faut toujours aller chercher toujours mieux C'est un conditionnement néolibéral, ça. Très vaste question. Ouais, je pense que c'est dans les t'avais bullet commencé points, comme ça, dans les bullet points du coureur qui se recherche, qui se trouve. Il sait si lui, ce qui l'intéresse, c'est toujours d'aller chercher un challenge qu'il n'a pas déjà vu, si ça l'excite plus de faire un truc qu'il a déjà fait, ou si au contraire, vu qu'il a déjà fait, il se dit bah ça y est, je connais, ça je vais le refaire parce que c'est cool. C'est est-ce que ça tilte dans la tête ou pas? Et réponse un peu bateau, mais il y a vraiment autant de réponses que de gens, quoi. Ouais. Ok, très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je profite qu'il y ait du monde dans la salle pour vous demander si vous avez compris le propos. Parce que parfois, je me dis peut-être que je perds les gens. Faut qu'ils rendent leur copie là après le. Je demande absolument aucun exercice, si ce n'est de savoir si je pars trop en couille. Eh ben On non. te demande si tu as fait des études de philo. Eh ben je donne une anecdote, pas une anecdote, je donne un fact sur moi puisqu'on m'y invite. Dans ma vie, j'ai toujours une 9 sur 20 en philo. Jamais une autre note. Jamais. Y compris au bac. Bah, c'est bien, un 9 Tout le sur temps. 20, hein, Ça s'applaudit. Effectivement. Merci beaucoup. Ok. Bon, bah, maintenant, ça va être au tour de David de mettre un coup de pied dans le tas de notre joli monde des coureurs. À quoi va-t-il s'attaquer cette fois-ci? À toutes ces petites communautés auxquelles nous aimons tant nous identifier au sein de notre microcosme. Dans le monde merveilleux du running, chacun son clan, les deux piliers, les routards et les trailers. Et attention, on mélange pas les torchons et les serviettes. Mais après tout, pourquoi s'en tenir à ça? David va bousculer l'ordre établi. Waouh. Bah ouais, parce que ceux qui ont l'habitude de m'écouter savent que j'aime pas trop choisir un camp ou suivre une idéologie qui prétend détenir la vérité, tu vois. Ouais. C'est ça. Et, alors, on va vous dire la vérité. Best intro ever. Les vieilles querelles entre d'un côté les runners préoccupés à simuler une belle foulée pour poster une belle photo sur Instagram, de l'autre les athlètes qui leur reprochent d'être incapables de courir 10 km en moins de 35 minutes et en plus de talonner. Et par ailleurs les trailos, les coureurs de trail, sorte d'amiches des montagnes qui rejettent le sport dans toute sa modernité et n'aiment que leur terroir. Tout ça c'est pourri, on en a marre et on veut que ça disparaisse. FISA. C'est pourquoi je vous propose d'étudier d'autres communautés qui pourraient purement et simplement remplacer toutes ces personnes qui se détestent et se font la guerre.
En d'autres termes, ce que je vous propose ce soir, c'est le grand remplacement. D'autres communautés respectables, assez paisibles pour nous remplacer avantageusement. Attention, il va de soi que si vous faites partie d'une des communautés concernées, vous pourrez tout à fait continuer à courir, mais sous une nouvelle bannière. Donc faites votre choix. Une première communauté à laquelle je pense, c'est bien sûr les gothiques. Et ouais, parce que les gothiques, ils vivent dans le noir, ils aiment les cimetières, alors attendez-vous à les voir débarquer en force à la Saint-Élion. Vous les verrez avec leurs vêtements en vinyle pour l'aérodynamisme et les grosses bottines à semelles compensées avec des boucles en métal, des Oka édition New Rock ou édition Doc Martens. Même drop, même stabilité. Si vous voyez des gothiques qui courent très tôt à Paris avant le lever du jour, c'est parce qu'ils détestent la lumière et parce qu'en plus ça les rapproche de l'enfer. En plus, ils aiment faire de leur corps une œuvre d'art, ce qui les rend Instagram compatibles. C'est vrai. Autre communauté qui mériterait qu'on lui laisse notre place dans les salles de course, ce sont les rappeurs. Et ouais, ils aiment l'environnement urbain, les baskets, les courses-poursuites et les grosses médailles qui brillent, ce qui en fait des cibles privilégiées, notamment des trails urbains. Ouais, même plus quoi. Donc moi je vous invite à regarder le dernier clip de PNL où on voit les deux frères qui charment nos oreilles à l'arrivée de l'Éco-Trail de Paris. Ouais. Les mecs sont carrément montés en haut de la Tour Eiffel, quoi. Tu vois, ça démontre un certain potentiel pour le kilomètre vertical, par exemple, quoi. Voilà, donc à la fin de l'émission, Margie vous invite à venir faire un ODD challenge. Mais on n'a pas d'ascenseur, donc on fera ça dans les escaliers. Bon, on se débrouillera, c'est jouable. Ensuite, il y a les libertariens. Ouais, aussi, à pas confondre avec les libertins, très peu concernés par le sport en nature, sauf s'ils sont naturistes et qu'ils pratiquent la randonnée. Ça existe les courses nues aussi. Mais ouais. Les libertariens, ce sont ces gens qui prônent la liberté individuelle et rêvent que les États disparaissent. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, car vous n'êtes que des sportifs et il y a des choses qui sont un peu trop compliquées. En tout cas, ce sont ces gens célèbres qui font fortune dans la Silicon Valley, par exemple, notamment PayPal, Facebook, Amazon, etc., qui détestent la démocratie, ils veulent construire des îles flottantes et autonomes pour vivre entre eux. Vivre entre eux, un peu comme les trailers fans des genoux dans le gif. Alors, vous allez me dire quand même que c'est très éloigné de la course à pied. N'empêche que les libertariens sont les seules personnes sur cette planète qui ont les moyens de se payer des ASICS MetaRide à 300 € sans faire du 3 fois sans frais sur Iron. Communauté suivante, les codeurs. Alors les codeurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Alors les codeurs, ils touchent naturellement bien en informatique. Et franchement, respect à eux. Déjà, ils sont très utiles pour falsifier les certificats médicaux. Ouais. Je t'ai pas déjà demandé ça, Emir. Tu m'as pas fait ça une fois? Il y a des chances. Tu le fais tellement. On va couper là. On le dira pas. Chut. Donc ils sont très doués pour ça. Ils sont très doués aussi pour faire des montages rigolos avec les chatons, mais aussi pour porter assistance aux gens comme moi, donc quand leur ordinateur refuse de démarrer, notamment parce que l'écran est pas allumé, quoi. Donc, voilà. Alors, on s'offusque à raison. On s'offusque à raison, j'imagine, quand dans certains pays, ils créent des applications pour permettre aux hommes de savoir si leur femme est sur le point de quitter leur pays. Mais quand ils créent Strava, je peux savoir exactement où vous courez et où vous avez fait un détour pour faire votre dernière pause pipi. Et ça, c'est cool. L'héritage culturel, c'est très important dans une communauté. Moi, par exemple, je m'identifie au mouvement Spiridon. D'autres se reconnaissent dans l'esprit trail. Alors, je pense à une communauté avec laquelle on est assez dur en général, à juste titre, si vous voulez mon avis. Les néo-nazis. Mais, vous le reconnaîtrez, ils respectent quasi un siècle entier d'héritage culturel. Ils ont des valeurs. Et ils ont le culte de la personnalité, un peu comme certains avec Kylian Jornet ou Marine Leleu. Et puis, ils libèrent de l'endorphine quand ils distribuent des coups de poing massue à la Bud Spencer dans les manifestations de gauchistes. Il y a du potentiel, je trouve, avec un peu d'ouverture d'esprit. Un petit peu, juste un peu. Et puis, n'oublions pas les écolos.
avec eux, ce serait bien mieux. On aurait des courses HQE, haute qualité environnementale, hors des villes, sans gobelets en plastique, zéro déchet. Fini la collection de flyers qu'on te tend à l'arrivée ou qu'on t'offre avec le sac de goodies au retrait des dossards. Donc que des circuits courts en plus, c'est cool. Pourquoi pas aussi des gens qui défendent la collapsologie. Ils sont comme nous, il paraît qui s'effondrent à l'approche du mur du 30e. Je vais voir celle-là. Alors bien sûr, toutes les communautés ne sont pas en mesure de s'adapter à notre sport. Les bobos parisiens n'ont aucun intérêt car ils sont plutôt branchés vélo, skate, overboard, téléphérique urbain, hyperloop, jet ski, radeau. Les conspirationnistes également, ce serait bien relou, la Terre est plate, c'est la CIA qui a assassiné Kennedy, l'homme n'a jamais posé les pieds sur la Lune, ni au sommet du Mont Ventoux, François Daen est un reptilien, et ce n'est pas à cause d'une piqûre d'abeille que Kylian Jornet a abandonné à l'UTMB. Tout ça c'est des conneries, à peu près tout. Je pourrais en citer d'autres seulement si on m'avait laissé plus de temps pour écrire cette chronique. Alors, bien sûr, les communautés dont j'ai loué les qualités pour faire de la course à pied ont de nombreux défauts. Nous aussi, on en a. Par exemple, le code vestimentaire des gothiques serait inadapté avec les habitudes des marques, qui sont plutôt dans des couleurs flashy, on sait. À moins que Nike lance une gamme de vêtements, de robes époque victorienne ou médiévale pour la course à pied, mais je crois pas. Et les rappeurs ne partagent pas totalement les valeurs de l'esprit trail. Si j'en crois la récente discorde entre Monsieur Booba et Monsieur Caris, à moins que j'ai raté un épisode et que se bagarrer avec des bouteilles de parfum constitue une forme nouvelle d'entraide. Cependant, nul doute que toutes ces forces vives apporteraient quand même de la paix et de la dignité dans notre sport préféré. De plus, leur double compétence offrirait une valeur ajoutée, sans compter qu'elles pourraient tout à fait cohabiter. Ainsi, le prochain marathon de Paris, qui a lieu dans 2 jours, pourrait montrer l'exemple et proposer le sas rappeur qui précéderait le sas néo-nazi. Tout ce beau monde se mélangeant harmonieusement tout au long du parcours, n'hésitant pas à dégainer du selfie pour garder trace de ce merveilleux moment de partage. Alors, scénario apocalyptique, futur désirable, je veux faire un aveu. Il y a plusieurs mois, Margie m'a demandé d'écrire une chronique bisounours. Et parce qu'il y a un peu l'habitude de m'en prendre aux gens. Moins maintenant, je trouve. Moins maintenant. Et, et donc, elle m'avait demandé une chronique bisounours. Et franchement, j'ai l'impression qu'elle est là. Car malgré toute la bienveillance que j'ai pour les groupes de potentiels coureurs que j'ai cités, je dois avouer que tout compte fait, j'éprouve encore un attachement certain pour nos athlètes petits bourgeois qui tapent des posts sur Instagram comme s'ils couraient à Campton ou à South Central. Nos bûcherons savoyards pimpés ou ultra marketés Salomon, ou nos princesses parfaites qui font du running et filent des codes promo à tout va. Ainsi, j'ai décrit des communautés aptes à nous remplacer avec des clichés qui peuvent nous faire sourire ou nous énerver. Mais avouons que nous aussi, par nos habitudes, nos goûts, nos pratiques ou nos caractéristiques, nous sommes parfois des clichés ambulants, risibles ou énervants, que personne n'est épargné et que, après tout, de toute façon, c'est que de la course à pied, quoi. C'est vrai. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut arrêter les bêtises parce que la communauté idéale, on la connaît déjà. C'est les bonitos. C'est qui ? Ouais. Moi, je remarque quand même une chose, c'est que tu fais les gros bras, David, tout ça, mais en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, en fait, même s'il y a des communautés qui s'excluent un petit peu dans la course à pied, tu l'aimes quand même, la course à pied, quoi. Je l'aime. Tu l'aimes, la course à pied, enfin, la communauté de la course à pied. Ah, la communauté. Oui, moi, de toute façon, j'excuse tout le monde, j'accepte tout le monde. Sauf si c'est mon voisin qui taille ses haies le dimanche. Ou... Tu l'aimes toujours. À part lui, ça va. Bon, en fait, là, tu vois, ça reprend un petit peu ta chronique, les discussions qu'on a eues sur ta chronique, du côté communautarisme dans la course à pied. On a parlé des atlétos et des amateurs, mais il n'y a pas d'autres divisions aussi dans la communauté, dans les coureurs, quoi. Vous en connaissez d'autres ? On en a vu plein. Enfin, déjà, en préambule, on peut quand même préciser que... je sais plus qui en a parlé, peut-être Marie tout à l'heure, on reste quand même un microcosme. Je veux dire, tout ce qui se passe ici, sur les réseaux, etc., qu'on aime, on n'aime pas, on apprécie, on n'apprécie pas, on clash pas, ça reste un épiphénomène par rapport à tout ce qui se passe sur les courses, généralement.
je dirais à 95% des gens que vous allez retrouver dans les courses qui s'en fichent complètement de tout ce qu'on se dit là, quoi, même. Et est-ce qu'il existe vraiment du mépris, du dédain, par exemple, entre les routards et les trailers? Est-ce que c'est un vrai... Oui. Ouais. Ouais. Quand même. Non. Bah, je pense que, comme on se dit plus tôt, sans vouloir refaire le débat de la première chronique, c'est... Ouais, parce que quand on a un qui met beaucoup d'émotion dans son truc, dans sa conviction, dans ses valeurs à lui, dans sa manière de pratiquer, qui est hyper convaincu que sur route, par exemple, on se parle pas. Sur route, on se parle pas. Chacun fait sa course, prend son gel et le lance par terre. Voilà, c'est tous sur route, c'est tous des connards. De toute façon, c'est connu. Et que dans le trail, non, dans le trail, il y a cette entraide, il y a cette discussion facile, ces machins, tu vois. Et à l'inverse, en fait, c'est les mecs sur trail, ces mecs, de toute façon, ils sont là pour traînasser, ils marchent dès la première occasion. Les mecs, ils savent pas ce que c'est le sport, ils croient qu'il faut juste marcher sur des sentiers et appeler ça un sport, quoi, tu vois. Donc, dans un sens, tu vois, dès lors que tu pars de ces postulats-là, tu peux pas t'entendre, quoi. Donc, ouais. Et pourquoi alors? C'est quoi les raisons de ce mépris et cette différence entre les... c'est que dans un cas, quand même, quoi. On pratique pas le même sport, finalement, quand même? Déjà, les trailers, non, ils courent pas, c'est faux. C'est faux. Ouais, généralement, les trailers, c'est plutôt eux qui n'aiment personne, quoi. Ah, tu crois? Ils se mélangent pas trop. Franchement, je me souviens qu'Kylian Jornet était venu faire un 10 km de l'équipe, je sais pas quoi. Ouais. Je sais pas pourquoi il a fait ça d'ailleurs. Oui. Moi, c'est toujours une question. Mais c'est quoi? C'est les trailers qui étaient pas contents de ça, ou c'était les... Non, il n'y a pas de content, pas content. C'était ça. C'est lui qui voulait pas le faire? Non, lui, il voulait le faire. On l'avait invité à le faire. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas comment ça a été perçu. Je pense que ça avait été perçu surtout comme une bizarrerie, quoi. Enfin, vraiment. Alors que nous. Mais pourquoi alors? Pourquoi Non, mais en fait, déjà, il y a un clivage entre les trailers. En fait, c'est plutôt entre les trailers. Les athlètes, quoi, plutôt. Le clivage existe entre les athlètes et les autres. C'est plutôt ça, en fait. Et quand tu demandes pourquoi et tout, c'est une question de manque de reconnaissance. C'est ça, la question. Les athlètes, en ce moment, on en parlait avec l'article de Romain Carès. C'est ça. Les athlètes estiment qu'ils n'ont pas l'attention, ils n'ont pas la lumière suffisamment. Problème financier aussi. C'est quoi? C'est de la jalousie ou... un peu de jalousie, mais aussi ils vivent comme une injustice, le fait que de l'argent soit un peu détourné, quoi, par des personnes qui sont pas légitimes. C'est un peu ça. Donc bien souvent, on l'observe encore une fois dans ce microcosme qui est les runners connectés. On observe des tensions quand même assez fortes, quoi. Je veux dire, on peut en lire sur les réseaux, sur Facebook, etc. C'est assez violent, quoi. On part d'un course à pied, je veux dire. C'est semblable de chronique finalement. Ouais. C'est pas fait exprès en plus. Non. Mais alors que bon, après, qu'en fait, il y a un problème financier, c'est évident. Pour moi, il est plutôt institutionnel parce que je pense que l'argent des sponsors, le problème est ailleurs. Les athlètes, ils souffrent ils ont pas de moyens, quoi. Souvent ils galèrent vraiment. Même certains athlètes qui sont quand même de renom, quand on voit ce qu'ils font pour gagner leur vie, ça peut paraître bizarre. Mais je pense que oui, il y a un problème avec les athlètes de haut niveau, mais pas seulement en athlétisme ou dans nos sports. C'est que celui qui tente une carrière, s'il réussit pas, il n'a rien, quoi. Enfin, très peu de choses, quoi. Donc il est là le problème en vérité. Mais il y a toute une partie de la population de coureurs qui est tendue par rapport à ça, quoi. Qui aimerait bien que ça change et qui voit que les marques, là où il y a l'argent, de toute façon,
c'est dirigé vers des gens qui ne sont pas des athlètes de haut niveau, quoi. Ouais. Donc il est là le clivage, je trouve. Sinon, il existe plein de types de coureurs différents, des gens, et parfois avec des gens qui sont très radicaux dans leur pratique. Et moi, je pratique la route, je ne fais que la route, je ne veux pas entendre parler du reste. De toute façon, les trailers, c'est des cons. Après, il y a des trailers, pareil, il y a des trailers compétiteurs, il y en a qui sont là juste pour découvrir, partager, courir avec leurs proches. Sur la route, c'est pareil, hein. On a les athlètes de club, on a les athlètes de très faible niveau, comme moi, par exemple, quoi, il y a vraiment tout un tas de comment dire. On a des bonitos qui s'y retrouvent, je crois. Comment? Et c'est tout. Il valide. J'avoue, ouais. Et puis... Ouais, enfin bon, voilà, je m'étends, mais. C'est ça. C'est comment te clasher toi-même avant que quelqu'un d'autre le fasse. Voilà. Emir, tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Non. Merci de ton... Bon, et quand même, on doit bien avoir des choses qui nous rassemblent. On a quand même des mêmes valeurs ou les mêmes pratiques. Comment on pourrait renouer le dialogue entre les différents... Il faut leur être créatif sur celle-là, David. Non, mais en fait, je réfléchissais à ce qu'on a dit juste avant. Est-ce qu'on peut revenir juste... Vas-y, je t'en prie. Ben non, mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est important de le dire, hein, très important. Vas-y. Non, mais toute cette partie de la population, de notre population, qui s'en prend aux runners connectés, qui attirent l'attention, les sponsors, les marques et tout ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les runners connectés, les influenceurs même, les influenceuses, elles se rebellent. Enfin, c'est vrai. Là, maintenant, on est passé à un next step. On voit avec Anne de Bendidou, par exemple. Mais si, ça faisait longtemps. Je savais pas comment j'allais. Ça faisait longtemps, mais presque ça me fait plaisir que tu le places dans le live, parce que sinon ça aurait pas. Ouais, bah donc Anne a décidé d'être offensive sur les réseaux. Elle a décidé d'être offensive. Moi, je m'en félicite. Elle a décidé d'insulter des mères. On peut le dire. On peut copieusement. Alors que Marine Leleu, par exemple, elle dit ouais, c'est dommage quand même et tout ça. Elle est offensive. Bon, bah, pourquoi pas, voilà, on va voir ce que ça va donner tout ça. Voilà, donc je te laisse revenir à la question. Mais en même temps, avant de passer, peut-être que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Non? Oui, je trouve qu'elle a raison. Ouais. J'ai l'impression que les problèmes ont commencé quand il y a eu la démocratisation du running, en fait, justement. Plus il y a eu de gens qui se sont mis à courir, plus ça a porté l'attention et l'argent sur justement ceux qui parlaient à la masse, on va dire, des runners, c'est-à-dire pas les athlètes. Donc l'argent est allé à plutôt des gens qui faisaient 4h, 4h30 au marathon, et pas ceux qui faisaient 2h30. Et c'est là où les choses ont commencé à changer. Donc, démocratisation, c'est donc merci Emmanuel. Démocratisation, c'est plutôt une deuxième démocratisation parce que la démocratisation a commencé avant déjà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces problèmes financiers, ces problèmes. Pardon, il y a un gars, il martèle sur. Non, il faut l'expliquer parce que il faut animer là. Il y a les toilettes à côté quand même de la salle. Et là, il y a un gars, il est trop pressé. Et comme il est trop pressé, il martèle la porte. Mais l'autre, il a pas fini, donc voilà. À un moment donné, il peut pas faire grand chose de plus, quoi. Chacun son tour, frère. Je vais reprendre juste là. Attends, je vais reprendre juste ce que je voulais dire et je te laisse la parole juste après. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que donc il y a eu cette première démocratisation, si on peut dire. Mais les problèmes financiers, ils existaient déjà à cette époque-là. Alors que les sponsors n'étaient pas là à inonder les runners connectés. Enfin, voilà. Donc, quelque part, c'est un problème qui est latent, qui est là depuis longtemps, qui n'a pas été résolu. Oui, il y a beaucoup d'argent qui arrive d'un coup, l'industrie qui se développe et tout ça. Et puis, ils aimeraient légitimement, peut-être, avoir leur part du gâteau, je comprends. Mais bon, voilà, moi, je pense quand même que c'est pas le même marché, c'est pas le même, voilà. Donc quelque part, c'est sans doute faux ce que je veux dire là, mais c'est sans doute pas de l'argent qui devrait leur revenir qui leur est pris. Enfin, voilà,
malheureusement, c'est autre chose. Mais moi, je ne demanderais pas mieux à ce que les athlètes de haut niveau gagnent décemment leur vie. Je sais ce que c'est qu'un athlète de haut niveau. Mais non, je sais très bien quel sacrifice ça demande, quel investissement et les difficultés qui peuvent arriver derrière lorsqu'on n'a pas réussi, alors qu'on a atteint un niveau très, très, très élevé, quoi, loin d'être accessible à tous. Moi, j'avais juste 2 remarques. Est-ce que ta théorie de remplacement entre connecté ou pas connecté, entre trailer et routard ou routier, suivant comment on les appelle, est-ce qu'on l'a pas déjà vécu il y a une vingtaine ou trentaine d'années entre les pistes et hors piste, où toi qui disais tu étais la communauté des Spiridons, où il y a eu la même opposition et la même bagarre entre les 2 catégories. On a tendance à oublier puisque le hors-piste le piste est complètement out au jour d'aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est pas un combat qui continue entre différentes catégories? Revival, même. Et l'autre remarque, c'est est-ce que c'est pas aux athlètes de haut niveau aussi de se mettre au niveau du marketing actuel et du monde moderne? Quand on prend des exemples comme Johan Stuck, qui globalement, on peut pas dire que ce soit pas un élite en trail, même si des gens essayent de dire que c'est pas un élite parce qu'il est sur Instagram et sur Facebook. Et puis parce que c'est pas le meilleur, parce qu'il y en a des meilleurs. Oui, il y en a toujours des meilleurs, mais est-ce que c'est pas à ces athlètes-là de faire l'effort d'eux-mêmes d'être sur les réseaux sociaux pour attirer l'attention et attirer donc les moyens financiers? Alors, c'est dommage d'en arriver là, moi je pense. Déjà pour la première question, oui, je m'inscris totalement dans ce que tu as dit. C'est une sorte de revival auquel on assiste là. Oui, je le répéterai jamais assez. Quand notre sport a été sorti des stades, les gens ont été vus comme des rigolos. De toute façon, interrogez vos proches, vos parents, etc. Quand ils voyaient dans leurs jeunes années, quand ils voyaient des gens sortir dans la rue et courir, c'était risible, quoi. Donc oui, il y a un choc c'est le même choc, c'est de même nature. Et pour la deuxième remarque, ouais, je suis d'accord. Les athlètes ont aussi la nécessité de se remettre en question. Ça, on leur dit pas souvent. C'est un peu facile de pas leur dire. Mais d'un autre côté, je comprends que vu leur niveau d'investissement, vu tout ce qu'ils donnent, le quotidien d'un sportif de haut niveau, ça laisse pas forcément le temps de faire les choses aussi bien qu'il faudrait en termes de community management ou je sais pas moi, en tout cas de valorisation de ce qu'on fait de soi. Mais pour autant, je pense que ta réflexion, Marie, est tout à fait juste. Peut-être qu'il y aurait une nécessité pour les athlètes de s'organiser autrement, de penser collectivement comment ils pourraient bénéficier de cette industrie et de ce marché qui existe en fait. Après, comme les scientifiques passent finalement beaucoup de temps pas beaucoup de temps, mais du temps à chercher des moyens financiers pour faire leurs recherches. Est-ce que les athlètes ne devraient pas consacrer 10% de leur temps à chercher des moyens financiers pour faire leur sport de façon semi ou professionnelle? Ouais, c'est tout à fait juste. Hein. Tu vises vraiment dans le mille, quoi. Et je pense que ça, ce sera possible collectivement. C'est possible. Sinon, tu auras toujours des personnalités qui seront fortes et qui vampiriseront l'argent, quoi. Je voulais compléter ce que Romaric disait et David aussi. Hélène. Oui. J'ai l'impression que les athlètes de très haut niveau disent que les Instagrammeuses, etc., ont recours aux sponsors, etc., de manière totalement illégitime. Or, on a tendance à oublier que faire ça comme se vendre sur Internet, passer du temps sur les réseaux sociaux, c'est peut être un vrai métier et que ça demande du temps, de l'énergie, de l'investissement, qui peut et que ces hommes et ces femmes travaillent pour, et méritent tout autant l'attention des sponsors parce que c'est pas du vent. Ça peut paraître être du vent, mais c'est des nouveaux métiers. C'est aussi un peu comme toi, tu vas faire ton rapport d'activité, quoi. Ouais. C'est un peu le même trip, quoi, quelque part. Mis à part que ça demanderait sans doute plus de travail et plus régulier, plus fréquent. Mais ouais, je suis tout à fait d'accord.
Faut que... Nope. J'ai pas plus. Non. J'achète tout. Je suis satisfait de ce que j'entends, j'ai rien à rajouter. Ok, très bien. Mais du coup, je reviens sur ma question que j'avais posée avant, mais comment on ferait pour renouer le dialogue entre tous ces groupes alors qu'on a les mêmes pratiques On n'a pas réussi à s'échapper de ça. On n'a pas réussi à la fuir cette question. Non, je reviens, tu sais, je persiste. Ouais. On écrit des billets polis. Des billets peaceful. On ouvre des blogs pour ça. Ouais, je pense, on est obligé. Ah, c'est dur. Hein. Ouais, je pense qu'il faut le penser de manière collective, comme a dit David. Il faudrait une assemblée de penseurs sur comment réduire les clivages entre communautés et faciliter les communications. Ouais. Peut-être, ouais. Et moi, je vois 2 trucs quand même. Ah, quand même. Eh ouais. Il y a l'esprit trail. Non, mais je veux dire, Il suffit d'arrêter de jeter des gels, quoi. C'est ça. Non, mais après, sérieusement, ça peut être un socle commun pour pouvoir discuter. Bon, ouais, voilà, on est d'accord, mais après, on pourrait aussi penser à l'attachement, à l'environnement, par exemple. Ça peut être quelque chose, ça peut être aussi un socle commun, ça. Se dire, ouais, en 2030, machin, irréversibilité, changement du climat et tout ça. Bah, c'est des choses sur lesquelles on pourrait s'appuyer pour pouvoir renouer un dialogue. Enfin en tout cas, faire des choses, quoi. Après, renouer un dialogue, c'est entre guillemets, je pense, parce que c'est toujours un microcosme. C'est toujours d'un microcosme dont on est en train de parler, quoi. Mais je la trouve cool, ma proposition, non? Non? Bon, ok. Quelque chose? Non. Force est de constater que là, en réfléchissant pas très longtemps, on trouve pas de solution immédiate. Hein. C'est qu'il y a un problème qui est quand même pas si facile que ça à résoudre. Hein. Ok. Ouais, ben on fait la guerre. Ouais, c'est mieux. plus simple. C'est plus simple, ouais. C'est ça, on se clash à coups de retweet plus comment. Pardon. Ouais, d'étoiles. Non, je pense qu'il y a aussi malheureusement plein d'athlètes qui détestent les réseaux sociaux, enfin qui n'ont pas envie de travailler sur la promotion de soi et de leur image, parce que leur sport, pour eux, c'est pas ça en fait. Parce qu'avant, c'était pas comme ça. Et ça. C'était mieux. On les a forcés à faire ça avant. Excuse-moi. Et pour renouer les relations entre les groupes routiers et trailers, est-ce qu'il ne faudrait pas faire comme ça a été fait dans les années fin 80-90, ouvrir des sections hors piste dans les clubs d'athlétisme, d'ouvrir des sections trail dans des clubs d'athlétisme, plutôt que de faire des clubs course nature et des clubs d'athlétisme, qu'il puisse y avoir un dialogue, comme la section hors piste, hors stade, va courir, va s'entraîner sur le stade avec en partie ceux qui font de la piste. Il pourrait y avoir du trail qui s'entraînent tous ensemble sur une partie en commune et une partie non commune. Non. Ça n'existe pas? Enfin, je sais pas. Non, mais c'est pour ça, pour moi, ça n'existe pas, des clubs où il y a les 3 sections, mais pourquoi est-ce que ça pourrait pas être envisageable Non, après, il y a la rupture qui peut y avoir entre les routards et, en tout cas, ouais, les clubs, enfin les routards en tout cas, et les trailers, il est aussi institutionnel, je crois. Parce que on a... Non, mais non, ça dépend de la même fédé. Pardon ? Ça dépend de la même fédération. Ça dépend de la même fédé, mais tu sais très bien qu'il y a eu un temps où les athlètes de haut niveau voulaient une fédé à part, etc. Enfin bon, voilà. Donc c'est peut-être encore neuf. Enfin, je veux dire, les athlètes de haut niveau en trail, ils ont essayé de s'organiser relativement récemment. Je pense que ça a dû échouer, je pense, je sais pas exactement, mais bon. Il y a déjà deux fédérations internationales de trail. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Le ministère des Sports qui a donné la délégation du trail à la FFA, je sais plus, l'année dernière en 2017 ou en 2018, mais effectivement, il y a eu plusieurs essais. Non, mais en plus, voilà, c'est pas le même environnement, mais c'est quand même,
De toute façon, il y a énormément de personnes, nous on est tous témoins de ça, qui pratiquent tous ces sports confondus d'une semaine sur l'autre, quoi. Donc c'est tout à fait cohérent ce que tu proposes. Ouais, moi il y a une question que je me pose par rapport à ce clivage qu'il peut y avoir entre les routards et les trailers. Est-ce que les routards ont vraiment déjà essayé à part entière le trail pour la majorité ou pas? Parce que moi par exemple sur la Saint-Élion, enfin sur la Saint-Express, j'ai fait un bout de parcours avec quelqu'un qui avait jamais fait de trail et qui m'a dit clairement j'en ai marre, en fait ça m'intéresse pas, je trouve ça nul, et il a abandonné au premier ravito, quoi, sans même essayer d'aller plus loin. Alors qu'il y a trop de routes sur le... Il paraît. Non mais en plus il Par paraît... exemple. Déjà, ouais, la Saint-Élion, déjà. Ouais. Donc vous voulez répondre quelque chose? En fait, je pense que moi, j'allais dire, c'est pour reprendre un bout de ma chronique, je pense que ce gars-là qui a pas envie de faire du trail, bah en fait, il est why not, hein. Moi, ce que je lui reprocherais entre guillemets juste, c'est s'il commence à attaquer un trailer en te disant que toi, pourquoi t'aimes ça, c'est parce que t'as eu une enfance difficile. Ce serait gratuit, tu vois. En revanche, s'il dit juste, moi ta discipline, elle m'intéresse pas. Why not finalement. Enfin, le mec, il veut pas forcément découvrir parce qu'il a pris une petite dose. Il s'est braqué entre guillemets, peut-être. Hein. Et en fait, pourquoi pas. Enfin, finalement, il a rien de plus. Ouais, il a essayé un bout, il s'est peut-être arrêté un peu tôt, mais au final, il n'y a rien. Ouais, voilà. Il a tenté un truc, il s'est dit, je savais que j'aimais pas, je confirme, j'aime pas, il va pas aller plus loin, mais au final, après, il fait ce qu'il veut, je pense. Voilà, hein, et dans l'autre sens, c'est probablement vrai aussi, hein, je pense, hein, pour prendre la défense des autres, pour ne laisser personne sur le carreau, ouais. Non, ceux qui auraient testé un peu le bitume et qui se diraient au bout de 5 km c'est nul, il n'y a rien, il n'y a pas de paysage, c'est tout plat, c'est nul, je m'ennuie. Ça grimpe pas, why not, hein. Non, j'ai rien à reprocher spécial à ces gens, c'est surtout dès lors que ça commence à attaquer gratos que ça pose problème. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, dans ce cas-là, on appelle Anne Doubendidou et elle règle la situation. Ah, mais... Excuse-moi, mais ça me paraît être l'arme ultime ces derniers temps. La magie du running, 2e édition. Mise à jour. Ah ouais. Et est-ce que c'est pas, grosso modo, une fausse guerre et un faux débat? Est-ce qu'il n'y aura pas toujours des extrémistes dans tous les camps? Et comment dire, le nombre de coureurs que je côtoie, il y en a la majorité, voire pourquoi pas en millions minimum. Au moins des millions. Non, mais il y en a beaucoup qui pratiquent et le bitume et le trail sans clivage particulier, sans cracher ni sur l'un ni sur l'autre. Et après, tu auras toujours des purs trailers, tu auras toujours des purs pistards que tu feras jamais changer d'avis, comme dans tous les sports. Je m'y connais pas assez en sport, mais j'imagine que ceux qui font du rallye et ceux qui font de la Formule 1, ils s'entendent pas, et pourtant ils ont 4 roues et un volant. Alors c'est grosso modo le même truc, et tu auras toujours des mecs qui voudront rester dans leur case, alors que je pense qu'on est une génération qui avons commencé la course à pied sûrement comme ça, à la volée, pas autour d'une piste et tout ça, et on peut aisément mélanger et la piste et le trail. Dimanche prochain, je fais un trail de machin, après je fais un marathon que sur route, et est-ce qu'on n'est pas la génération qui allons changer les choses et faire tout accepter? Putain, Thomas président. Ouais, après moi je pense que c'est une question d'accessibilité aussi. La première fois je sais pas, la première fois que moi j'ai couru, je suis sorti à côté de chez moi et il n'y a pas obligatoirement des montagnes à côté de chez moi.
Du coup, mon premier trail, c'était l'Oxytrail. Est-ce que c'est vraiment un trail? C'est pas un trail. Et Et du puis coup- t'habites pas au bon endroit en plus. On va laisser tes coordonnées dans les notes de l'émission pour que tu te fasses insulter. On est d'accord, donc c'est ce qui se rapprochait le plus du trail pour moi. Quand j'ai vécu ça, j'ai trouvé ça super. Après, pour reprendre ton exemple de tout à l'heure, quand au 80 de l'éco-trail de cette année, j'en avais marre parce qu'à chaque fois que je voyais une montée, ça m'énervait. C'est même pas que je vois que ça m'agaçait. Oui, mais voilà, je voyais, et même les descentes, je me disais à chaque fois, mais merde, il y a une montée après. Et du coup, ça me gênait. Mais même à la fin de la course, j'en avais marre. Mais 2 jours après, je me suis dit, il faut que je cherche un peu plus. Ouais. Du coup, c'est vraiment question d'accessibilité. Je sais pas pour vous, mais voilà. Donc, je pense que nos élus ont aussi leur responsabilité. Le jour où ils construiront des montagnes artificielles, au lieu de nous installer des pistes cyclables et des coussins berlinois, eh ben on avancera enfin. Tu l'avais déjà dit ça en plus. Ah ouais? Il y avait une chronique sur ces. Sur l'urbanisme. Oui, moi c'est un sujet qui m'intéresse. Ouais. La ville, c'est des villes cyclistes partout. Ouais. Ok, Très bien. très bien. Et les villes runners, quoi. On veut des Il faudrait villes mettre runners. ses propositions pour le grand débat. Mais je l'ai fait, Emmanuel. Je l'ai fait. C'est vrai. Je l'ai fait, Emmanuel. Parce qu'ils ont trop de sujets futiles, c'est vrai en plus. Les vrais sujets importants. Ils les prennent pas, ouais, c'est clair. Donc dans sa chronique, David nous a donné des exemples de groupes qui, selon lui, pouvaient bien s'intégrer ou être transposés à la course à pied. Alors je vais faire appel à votre imagination et vous demander si vous avez des idées d'autres groupes qui pourraient bien s'intégrer dans la course à pied. À part les gothiques, qu'est-ce que tu nous as dit? Les gothiques, déjà, t'as Les codeurs. un Nicolas Sirkis, Indochine. C'est Ouais. un peu trip gothique, non? Ouais. C'est un runner. Ah ben voilà. Et ouais. Exactement, il a fait Paris-Versailles. punks Les punks à chiens, le canicross. Et ouais, Le canicross. il y a un potentiel. Non. Un dot, c'est tout? Vous êtes sûr? Je pense que les gamers, on va parler des gamers. C'est quand même des gens qui sont capables de rester 24 heures devant un ordinateur Endurance. en mangeant juste une C'est barre vrai. feed de céréales. Attends, les gars, ils ont quand même une sacrée endurance sur leur activité. Je vois pas pourquoi ils auraient pas leur place, quoi. Moi, C'est vrai ça. c'est- Ouais. Attends, ouais. Merci d'avoir jeté ça. Et les marabouts. Ah putain, ouais. Mais ouais, les marabouts. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une communauté. Bien sûr, c'est une communauté. Ouais, ils laissent des flyers dans les boîtes aux lettres. Non, mais pour moi, les marabouts, ils ont rien à envier à certains coachs sur Internet. Enfin, sauf que paiement après résultat. Donc, ils sont plus honnêtes, quoi, déjà. Ouais, c'est vrai. On retrouve l'être aimé. tout ça. Ouais, c'est ça. Mais aux États-Unis, Marge, il n'y a pas justement cette concurrence trail-course. Enfin, trail et bitume. Il y a beaucoup de trailers qui font des marathons et inversement. Ouais. Je trouve pas qu'il y ait autant de différences. Hein. Je pense que c'est encore plus cloisonné que chez nous. Non. Bah non, parce que Sèche Canadien, par exemple, il fait Ouais. des marathons, des trails. Prendre un micro, je pense. Moi, je trouve pas qu'il y ait... Faut prendre un micro, je pense. Beaucoup de gros trailers aux États-Unis font des très bons temps sur les marathons. Ouais. Ils sont beaucoup plus respectueux des... Ouais. Non, mais... Non, les gens... C'est-à-dire que les Américains, quand ils arrivent sur une ligne de départ, t'as pas l'impression qu'ils jouent leur vie, quoi, en fait, quand ils départent. Ils sont là, ils sont cool, ils vont courir, et limite le plus cool, c'est le mec le plus fort, en fait, quoi. En France, le moins cool, c'est le mec qui est ouais, Faut y aller, quoi. ouais, tu vois, il fait son échauffement, il fait tout ça, et je me sens toujours mal à l'aise sur le départ d'une course en France. Ouais. Bon, bah, très bien. Sinon, il y a les journalistes aussi. Les journalistes, hein, David Les- est en train de dire... Sinon, il y a les journalistes aussi. Enfin, quand tu travailles à BFM TV, il faut un bon cardio, quoi. Une bonne VMA, plutôt. Oh, c'est moche, ça, c'est moche. C'est parfois pendant plus de 6 minutes, faut tenir une bonne vitesse. C'est ça. Bon, très bien. Bah, après toutes ces belles paroles, moi, je suis désolée de vous dire qu'il va falloir se dire au revoir. Hein. Non, Ouais, ça y est. non, Ça y est, c'est fini. non, c'est chaud. Bon, on remercie chaudement les bonitos qui sont venus avec nous ce ouais. soir pour On les ce applaudit. live. Ouais, on les applaudit.
Je pense que je parle au nom de Émir et David. Ça a été un plaisir de vous avoir et on est très fiers de voir que vous êtes tous venus et de cette belle communauté qu'on a réussi à créer, quoi. J'ai même pas un clash pour cette communauté tellement je la trouve cool. C'est clair. Et on remercie donc le bar Artisan qui nous a accueillis pour cette soirée. Sinon, on se rejoint sur Discord. N'oubliez pas que nous avons une newsletter. Et puis aussi, envoyez-nous de l'amour sous forme de 5 étoiles sur iTunes. N'oubliez pas qu'on a maintenant un compte Instagram. Incarné par Romaric himself. Créé depuis il y a quelques minutes. Voilà. T'es en retard, Romaric, tu l'as pas créé? Bon, très bien. David, Émir, moi j'étais très heureuse de faire ce live avec vous aujourd'hui. Carrément. Pour la première fois. Et j'espère que ça va se reproduire la prochaine fois que je reviens. Ça serait mortel. Ça fait plaisir. Je tiens à insister vraiment en remerciant tout le monde. Je l'ai fait tout à l'heure off mic, je crois, et je le refais là. Tous autant que vous êtes présents dans cette salle, merci beaucoup, parce que c'est vraiment, c'est touchant. C'est l'histoire de 3 potes qui créent un truc sur Internet et quelques années après, on se retrouve dans un sous-sol ensemble. Moi, je trouve ça fou. Vous avez pris une soirée de votre vie, et je le disais, dans cette bagarre de l'attention sur les réseaux et tout, vous êtes là physiquement, vous avez choisi de faire ça de votre soirée. Et voilà, je le salue parce que le temps, c'est encore plus précieux qu'avant maintenant. Et merci à tous. Moi, j'insiste vraiment là-dessus. Ça me tient à cœur. Merci. Bon, moi, j'ai qu'une requête. La prochaine fois, on le fait en été. Parce que moi, l'hiver, ça me manquait pas. On le fait aux States. Ça, il fait 45 degrés. On emmène des bonitos. Bon, très bien. David, Émir, à bientôt. Et à très bientôt, les bonitos. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Like a